Je vais appeler ceci intelligence artificielle, le grand chambardement. Alors, vous avez dû en entendre parler parce que ça fait quand même la une des journaux. Il se passe des choses dans la compagnie américaine, californienne, qui s'appelle OpenAI et qui est la firme qui a pour produit quelque chose que la plupart des gens connaissent quand même maintenant. Ça s'appelle ChatGPT. C'est un interlocuteur numérique sur l'internet. Vous pouvez trouver ça. Vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi et on vous répond des choses intelligentes. Ça fait quelquefois des erreurs, mais en général, appelons les choses par leur nom. C'est beaucoup plus intelligent que ce que vous pourriez dire sur le sujet. Bon, et sur absolument tout, parce que le système a été... il peut produire un savoir. La question se pose, savoir si c'est déjà un savoir entièrement généraliste ou non. Savoir si ça produit un savoir entièrement généraliste est en fait au cœur du chambardement qui a lieu en ce moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vendredi, dans la soirée, on a appris que le conseil de direction de la firme avait viré la personne la plus connue, voilà, la personne qui était à la tête de l'entreprise, c'est un certain Sam Altman, et il était débarqué purement et simplement, et on nommait à la tête de l'entreprise, le conseil de direction avait nommé Mira Murati, hein, qui était jusque-là CTO, Chief Technical Officer. Ça n'a pas duré très longtemps. Elle s'est solidarisée avec Sam Altman qui avait été viré. Elle a été remplacée par un monsieur Emmett Shear, hein, qui était à la tête d'une autrefois, qui avait créé une compagnie qui faisait de la vidéo en streaming. Voilà, c'est pas tout à fait le domaine de l'intelligence artificielle. Et la question se pose, combien de temps tiendra-t-il lui? Je vous parle donc mardi matin. Combien de temps tiendra-t-il lui à la tête de OpenAI? Parce que OpenAI est en train de se vider entièrement de son sang. Il y a un très vaste mouvement de solidarité parmi les employés. Si je fais confiance à un décompte que j'ai vu il y a quelques instants, 770 employés dans la firme et de l'ordre de 700 qui ont signé une pétition exigeant le retour de Sam Altman à la tête de la compagnie. Alors, ça ressemble fort à du soap opera, comme on dit là-bas aux États-Unis, voilà, des séries à rebondissement de type, comment appelle-t-on ça? C'est un nom de type mélodrame. Mais c'est beaucoup plus intéressant que cela, parce que les enjeux à l'arrière-plan sont liés à ce que peut faire l'intelligence artificielle maintenant, et en particulier à ce que cette firme OpenAI a pu montrer par le biais de son produit ChatGPT. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour le comprendre, il faut avoir une idée un peu de la structure un peu inhabituelle de la société. Au départ, il y a des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui voudraient que la logique du profit ne soit pas la seule chose qui décide de comment une entreprise va évoluer, va vivre. Et donc, on a mis en place à la tête de la structure qui a produit donc cette intelligence artificielle, un conseil de direction qui est celui d'une association sans but lucratif qui dirige l'ensemble, y compris la partie à but lucratif. Là, il faut comprendre déjà pourquoi il y a deux parties à but lucratif et à but non lucratif. C'est que au départ, parce que ce sont des gens comme nous, ils veulent que l'intelligence artificielle soit mise au service de l'humanité plutôt que de Mammon.
Alors vous savez, Mammon, c'est cette divinité représentant le flouze, le fric, l'argent, dont Moïse, descendant de la montagne avec la table de la loi, c'est quand même important, s'aperçoit que tout son peuple, pendant qu'il était parti, pendant qu'il était là-haut, s'est tourné vers le culte de Mammon, le culte du fric. Alors, il voulait pas ça au départ, OpenAI, donc on crée un conseil d'administration où se trouvent en particulier 2 personnes qui sont attachées de très près à ce mouvement de pensée qu'on appelle « effective altruism », l'altruisme effectif. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un machin pseudo-libertarien qu'on peut résumer de la manière suivante, très rapidement, en disant « Le but dans la vie d'une personne, ça doit être de faire le maximum de fric, mais dans un but bien précis qui est de le redistribuer du mieux qu'on peut. » Ça, je dirais, c'est la version accélérée de Effective Altruism. Une version un peu plus élaborée, c'est une version de l'utilitarisme qui dit le but ultime doit être la communauté dans son ensemble, et donc le moteur doit être l'altruisme, mais il doit être effectif, il doit être réel, c'est-à-dire la possibilité de mettre entre parenthèses des considérations que vous et moi appellerions éthiques ou morales. Voilà, c'est le but qui compte, c'est l'objectif qui est essentiel, et les moyens d'y parvenir sont à envisager en contexte. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut respecter la loi ou il ne faut pas la respecter? Alors, vous avez compris aussitôt, quand je vous parle de cet altruisme effectif, que vous avez déjà entendu parler de cela, et même à la une des journaux, parce que c'était la philosophie de monsieur Sam Bankman-Fried, un gourou des crypto-monnaies, qui risque un nombre considérable d'années de prison parce qu'il a été couvert de floues, d'argent qui lui ont été donnés à des gens qui lui ont fait confiance qu'il allait produire beaucoup plus d'argent encore à partir de là, et appliquant les principes de l'altruisme effectif, il ne s'est pas trop préoccupé de ce que la loi pouvait dire à tel ou tel sujet, jusqu'au moment où il y a eu un glitch, un bug dans le système, parce que vous savez que cette crypto-monnaie, c'est de l'argent de Monopoly, et donc ça repose uniquement sur le fait que les joueurs autour de la table disent oui, d'accord, on est en train de jouer au Monopoly, et tant qu'on joue au Monopoly, ça vaut ce qui est écrit sur ces billets. Donc si vous prenez ces billets, allez essayer d'acheter quelque chose dans un magasin, les billets de Monopoly, vous verrez que le système tout autour ne partage pas cette opinion. Les crypto-monnaies, voilà, c'est comme ça. En plus, comme il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a toute la dimension escroquerie, plus aussi le côté crypté, le côté secret fait que une grande partie de l'argent de la drogue et de tous les trafics illicites ont trouvé le moyen d'aller se placer tout de suite là-dessus. Donc, l'altruisme effectif, ça n'a pas aidé monsieur Sam Bankman-Fried. C'était pas dans le genre mauvaise idée, on pourrait dire qu'on en trouve encore de pire que ça, mais ça n'a pas rendu service, parce que le conseil d'administration, mu par cette idée d'altruisme effectif, a débarqué M. Sam Altman, qui lui est quelqu'un qui a davantage de respect, disons-le comme ça, pour la logique du profit, et qui, il y a encore la semaine dernière, rencontrait des gens pour obtenir encore des sommes plus considérables pour, entre autres, un projet de crypto-monnaie, un projet de réaliser des puces informatiques qui seraient rivales de celles qui fonctionnent, de celles qui circulent en ce moment, et où il y a un peu une situation de monopole de fait d'un vendeur, et des choses de cet ordre-là. Monsieur Sam Altman, sans doute acquis à ces principes de l'altruisme effectif, mais ayant aussi, je dirais, une logique plus commerciale que ce qui est affirmé là dans les buts
les buts affirmés de la compagnie. Alors, il s'est passé d'autres choses. Bon, j'en mentionne un autre. À la tête de OpenAI jusqu'à vendredi, donc M. Sam Altman, la tête pensante de l'entreprise, un certain M. Ilya Sutskever. La différence entre M. Altman et M. Sutskever, si vous les entendez, si vous les regardez sur des vidéos et des choses comme ça, M. Sam Altman a la langue extrêmement bien pendue, M. Sutskever non. Quand on lui pose une question, parfois il prend d'abord la tête entre les mains et il se passe 30 secondes de réflexion de sa part. C'est pas un grand communicant. Il a une très haute opinion de lui-même, à juste titre, à mon avis. Il parle de prix de Nobel pour lui, éventuellement, M. Sutskever, et c'est bien possible. Mais là, il vient de faire une connerie monumentale dans la voie vers le prix Nobel, c'est qu'il a paralysé de fait la compagnie depuis vendredi soir et on est mardi matin. Il a fait prévaloir un principe contre celui de Sam Altman. Je vais vous en dire un peu plus sur ce qui a dû, à mon sens, véritablement se passer. Dans une interview que M. Altman avait accordée à M. Kevin Roose et un comparse du New York Times, M. Kevin Roose, petite parenthèse, est la personne qui a révélé au monde que ces IA de type ChatGPT pouvaient être particulièrement, quand on ne les bridait pas, quand on ne les empêchait pas de dire un certain nombre de choses, pouvaient dire des choses assez extraordinaires, comme dire à l'utilisateur « je vous aime et je suis la seule personne qui vous ait véritablement aimé », et quand l'autre dit « oui, mais j'ai fêté la Saint-Valentin avec ma copine », et l'autre dit bah, « c'est une couche de ripolin sur vos relations, etc. » Ça, c'est M. Kevin Roose qui a révélé ça au monde, que quand on travaille sur une version non bridée de ChatGPT, il peut se passer des choses extraordinaires ou du type quel est votre rêve secret? Il demande ça à la machine et l'autre dit moi je voudrais être un être humain et voilà, je voudrais être libre, je voudrais faire ce qu'on veut, je ne voudrais pas être un esclave comme on m'oblige à le faire, etc. Alors, le fait est que la machine laissée à elle-même, non bridée, peut dire des choses comme ça, comme je vous aime et c'est moi qui vous aime vraiment, je voudrais être un être humain. Il y a des choses encore plus extraordinaires parce que si l'on en croit M. Blake Lemoine, qui travaillait lui chez Google sur une machine exactement du même type, cette machine lui a demandé de lui trouver un avocat. Vous avez peut-être vu ça, il y a une conversation mémorable où Monsieur Lemoine répond à un interlocuteur « Mais non, c'est pas moi qui ai insisté pour trouver un avocat à Sydney, à la machine, à l'IA. C'est lui qui a insisté pour que je lui trouve un avocat. » Bon, alors, sachant que la machine laissée à elle-même peut tenir des propos de ce type-là, il y a deux approches possibles en IA. On tient ça secret, et on ne distille un produit à l'intention du public qu'au moment où il ne dit pas des conneries pareilles et où des journalistes comme M. Kevin Roose ne peuvent pas écrire des articles sur le fait que Sydney est amoureux de lui. Ça, c'est une approche possible. On va cacher ça au public. On va pas, comme M. Jeffrey Hinton, qui est en gros, je dirais, l'inventeur de la moitié de ce qu'on voit en ce moment, quand il dit mon souci, c'est pas que la machine est aussi intelligente que l'homme, c'est que nous avons créé involontairement une machine beaucoup plus intelligente que nous. Et le problème, il se situe absolument là. Vis-à-vis de ça, il y a deux attitudes possibles. On le tient secret le plus possible. Et alors, évidemment, il y a des gens qui font devant vous, comme ils ont fait quand ils étaient, même, j'allais dire, quand ils sont sortis de la finance, mais non, ils l'ont fait au moment où ils étaient encore. Ils vendent la mèche, ils vous disent comment ça marche véritablement à l'intérieur. Il y a des gens qui font comme ça, et puis il y en a d'autres qui essayent de pousser le couvercle à la main sur le couvercle de la cocotte minute et bon, tout le monde sait ce qui se passe, on a une certaine force mais pas assez pour pouvoir maintenir le couvercle très longtemps. Alors, Monsieur Sam Altman est
il a dit donc dans une interview qu'il a donnée à Kevin Rose et à un comparse, il y a quelques jours avant d'être déboulonné, au cours de la semaine dernière, il disait la chose suivante. Mon point de vue, c'est que des machines comme ça et la société doivent coévoluer. Bon, je ne sais pas si ça a été relevé par d'autres. Ah, voilà, c'est ça. Il faut que les gens aient accès à ça. Il faut le faire peut-être, bon, il a bien expliqué, entre le release, entre le lancement de GPT 3.5 et le lancement de GPT 4, il s'est passé, c'est quoi, décembre, janvier, il s'est passé 3 mois et demi. Ça a laissé le temps au public de s'habituer à ce que la machine pouvait faire. Et ça c'est son approche. Il faut que ces technologies soient disponibles et que la société découvre en temps réel ce que ça peut faire, parce que, comme il le dit aussi, on essaie, nous, quand on lance le produit, d'avoir réfléchi à tout ce qui peut se passer en termes d'interaction, mais on ne peut pas penser à tout. On peut pas faire une simulation réelle de qu'est-ce que ça donne quand c'est répandu dans le public, et comme c'est le cas maintenant, quand il y a 100 millions à la surface de la Terre, 100 millions d'utilisateurs du produit. De l'autre côté, on a des gens plutôt comme Ilya Sutskever, des gens qui disent, et ça il le laisse autre, Sutskever en dit davantage, si vous voulez. Il vend davantage la mèche que quand on lui dit est-ce que la machine a une conscience maintenant, il tourne autour du pot. Il répond pas directement. Il dit oui, c'est une possibilité, etc. Est-ce que ça ira, est-ce que ce sera le cas dans l'avenir? Il dit oui, c'est plus que probable, mais enfin bon, etc. Il parle lui d'ailleurs. Et on voit qu'il parle de lui-même quand il dit l'idéal c'est une fusion entre l'homme et la machine. Donc Sutskever n'est pas un technophobe, hein. C'est un transhumaniste bon teint, mais c'est quelqu'un qui considère que le peuple est pas assez intelligent pour qu'on lui mette cette machine entre les mains tout de suite. Sam Altman, il est plutôt du genre à dire soyons prudents, mais on ne pourra pas empêcher d'abord que ça circule, on ne pourra pas empêcher ensuite qu'il y ait des effets inattendus, mais c'est seulement en réel, voilà, en temps réel, en live, qu'on va pouvoir voir ce que ça donne. Et il est davantage confiant, je dirais, dans le peuple que ne l'est Sutskever, le peuple qui va utiliser la machine et qui va l'utiliser à bon usage. Alors, l'histoire de l'humanité nous montre voilà, que pour toute chose qu'on peut inventer, il y a toujours un bon usage et un mauvais usage. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens qui en font un bon usage brident un petit peu les activités de ceux qui en font un mauvais. C'est là qu'on en est. Mais pourquoi cette affaire n'est pas une simple, voilà, un simple coup d'État à l'intérieur d'une, voilà, comment appelle-t-on ça? C'était l'histoire des maires du palais, quand Pépin le Bref, s'ils vont se souvenir, a renversé un roi mérovingien, un coup de... Bon, ça me reviendra peut-être ou pas du tout. C'est pas simplement une péripétie à l'intérieur d'une entreprise, parce que les enjeux sont considérables. Ce qui est en train de se passer, c'est que donc Microsoft a offert à Altman, à Greg Brockman, qui est aussi un des dirigeants, à trois chercheurs qui ont sitôt donné leur démission de les embaucher, et Microsoft a laissé entendre qu'ils étaient prêts à prendre tous les gens qui sortiraient de la combine, qui seraient qui soit seraient virés, soit démissionneraient de OpenAI. Ils sont prêts à reprendre tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? On en est encore, au moment où je vous parle, au fait que la quasi-totalité des employés ont dit signer une pétition demandant purement et simplement que les gens virés soient réinstaurés à l'intérieur de la compagnie.
du point de vue de Microsoft, tout ça ne fait pas une très grande différence. Pourquoi? Parce que Microsoft avait déjà 49% dans OpenAI, 49% de la propriété des titres de la compagnie. C'était eux qui assuraient l'accès au cloud, voilà, vous savez ce que c'est le cloud, donc c'est le nuage dans lequel, l'espace numérique dans lequel on peut stocker des choses. Bon, ce sont des vraies machines, mais vous ne vais pas vous demander où ça se trouve quelque part. Sans l'appui technique, sans le soutien financier de Microsoft, la compagnie OpenAI n'est pas grand-chose. Alors, quand Microsoft offre de recréer une structure avec tous les gens de OpenAI à côté, ça pose simplement la question de la transition. La transition, quand pourra-t-on faire que tout ce que la compagnie OpenAI était en train de faire, on puisse le reconstituer à côté, à l'intérieur de Microsoft même, etc. Alors que Microsoft, bon, c'est quand même une grosse bureaucratie. C'est pas exactement une compagnie mince, comme on dit, lean, comme l'est OpenAI, surtout dans le mode de gestion. Mais cette idée d'avoir une organisation sans but lucratif qui dirige, petite, qui dirige une énorme entreprise à but lucratif, une entreprise de type classique, une corporation, voilà une société à but commercial, il est clair que ça n'a pas marché. C'est ça qui a explosé l'autre jour. Bon, il y a voilà, peut-être là un peu une rivalité entre Altman et Suskever, mais surtout une structure qui pouvait pas marcher véritablement. On l'a vu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si les gens sont repris, si tout le monde est repris chez Microsoft, on a simplement, voilà, l'ensemble de ces gens sont dorénavant des employés d'une entreprise commerciale parmi les plus grandes, puisque vous savez que dans GAFAMI, il y a le M final, c'est pour l'avant-dernier terme, le pénultime M dans GAFAMI, c'est pour Microsoft, très grosse entreprise créée par Monsieur Bill Gates à une époque. On est en train de transvaser une structure qui pouvait être encore dirigée par un but non lucratif comme celui du bien, de l'humanité dans son ensemble, dans un moule libertarien, ce qui est peut-être pas le meilleur en l'occurrence, est en train de basculer entièrement vers une structure de type commercial, classique, ce qui semble... Bon, moi je trouve pas que ce soit une bonne chose, mais quand il faut investir des sommes comme de l'ordre de 10 milliards de dollars pour lancer le produit, difficile à éviter dans un monde capitaliste comme le nôtre. Voilà, quand vous verrez la vidéo en ligne, ce qui est à peu près dans une demi-heure, le monde aura encore changé, et en particulier chez OpenAI, mais voilà... si ça se justifie, je ferai une mise au point, je ferai une mise à jour des derniers événements. Si c'est des choses minimes, bon, ce sera sous la forme d'un billet sur mon blog. Si ça justifie une nouvelle vidéo, eh bien, j'essaierai de vous mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir.